C'est quoi cette lumière? Ah bah tiens, On est où ici? bah on est sur la Terre. Ah, on n'était pas censé être sous Saturne? Normalement, oui, mais... Ah, Mais qu'est-ce que t'as fait? bah, tu m'as dit de pousser sur le bouton rouge. Non, j'avais dit le bouton vert. Non, tu m'as dit de pousser sur le bouton rouge comme ton sac. On est en quelle année? On est en 1991. Mais t'as changé de vêtements. Bah enfin, ah bah tiens. Bah t'as à nouveau poussé ce bouton rouge. Mais non, j'ai poussé sur le bouton vert maintenant. Je comprends Bon, rien. allez, viens, on y va. Alors ouais, salut. Bah oui, alors moi j'ai rencontré toute une petite bande dans une maison dans laquelle on organisait des fêtes. Et ce qui allait d'ailleurs devenir après le Full Moon. C'est là qu'il y a toutes sortes de projets qui se sont mis en place, et entre autres les joutes picturales. 2 équipes de 2, un animateur. Et donc voilà, quoi, on peint sur support en plastique. Là, en fait, c'est une des toutes premières joutes picturales où je venais de rencontrer Jim Jim, notre tronaute suprême. et Laurent Point, le tronaute à lunettes. J'ai rencontré Jim, j'ai rencontré Dan, encore plein d'autres participants dont je ne me souviens plus trop le prénom. Et voilà, on a commencé cette aventure. L'aventure avec les tronautes, ça a représenté beaucoup pour moi. Bah, j'avais 20 ans, donc ça a été fréquenter des gens plus âgés que moi. J'apprenais un petit peu à travailler en groupe. Je trouve ça très enrichissant, puisqu'il faut être capable de collaborer, de coopérer, de proposer des idées, de les partager, de ne pas être trop individualiste. J'ai appris à préparer mon espace de travail avant de commencer à travailler. Ça, c'est Jim qui était un bon professeur. Puis ce que ça m'a apporté aussi, c'est ce rapport au nomadisme. Donc on devait démonter, remonter, transporter, nettoyer. Et salut Jim. Et ça c'est moi. Et salut Laurent. Et c'était il y a tellement longtemps. Ah ben, c'est toujours émouvant de revoir Jim et de vous voir tous en fait. J'ai rencontré Jim lors d'une réunion d'ASBL organisée par l'ASBL Dardar, dont Gilles Salvia était président. Et donc, il y avait déjà ce concept de devoir faire des impros en direct, Ici, ouais, mais pas sur plastique. Donc là, justement, on était d'autres c'était encore à au l'ancienne. public. À l'ancienne, effectivement. Pourquoi? Il y avait les Canadiens qui faisaient ça à l'époque. Enfin, il y avait de l'inspiration, c'était dans l'air du temps. Avec Gilles Salvia, c'était intéressant, mais l'électricité est beaucoup mieux passée avec Jim Castelin à l'époque. Et tu étais là sur la Grand Place alors? Oui, 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 je suis présent, mais je ne sais pas si on me voit à l'image. Ah, mais là on me voit, ici en blanc. Ouais. On était tous mus par la même volonté de déconner un peu, quoi, avec ce qu'on avait au bout des doigts, c'est-à-dire un métier de peintre, d'artiste. On a réussi à faire un happening sur la Grand Place. Enfin, tu t'imagines, c'est vraiment la consécration pour un peintre, quand même. Ah, mais... Attends. Non, on y est. Ah. Mais c'est... Bah oui. Il y avait l'estrade Ah bah oui. À la clôture, Jazz Rally, parcours d'artiste. avec... Pierre Van Dormal. Oui, mais le grand chef. Ah, Gilles Salvia. Tous Tillemans. Et tout Stillman, sans deuxième partie. Ouais. Ah. Oh, Oh. la frite. Aïe, attention, on y va. Le projet des Halles date de 1974. Il s'est créé donc sans moyens et avec un bâtiment très vétuste puisqu'il était abandonné depuis pas mal d'années. Les nouvelles formes théâtrales étaient demandeuses d'espaces un peu hors cadre des théâtres traditionnels. Amis du soir, bonsoir et bienvenue parmi nous pour les premières joutes picturales, peinture en direct. Dans quel lieu? Halles d'Escarbeck, je dirais. Oui, c'est exact. C'était les Halles de Scarbeck. Alors, on n'avait pas encore adopté l'uniforme, c'est-à-dire des salopettes. Moi, j'avais encore un vieux trémie avec un bonnet de natation sur la tête. Concurrent, bientôt très célèbre
également. Donc ça, c'est quelque part la deuxième joute, ou la troisième, c'est celle qui est Oh, intervenue. c'est une des toutes premières, regarde, c'est Ouais. des poteaux de bois. Donc on n'avait pas encore fait le procédé sur tubulure. Les Halles ont beaucoup travaillé avec des partenaires, des associations sensibles à tous les mouvements sociaux, comme justement Amnesty International ou comme Cause Commune. Le thème, les clés de la liberté. Attention au top de départ. Attention, c'est parti. Oui. Valentin, avec sa fameuse montre très stressante qui nous imposait à faire les joutes dans un temps limité. 15 minutes passées, 15 minutes et 5 secondes. Attention, encore 55 secondes et la joute sera terminée. Allez-y, jugez. Les I ont-ils gagné? Ou bien les A? Ah, les A ont gagné. Je regrette pour les I, mais les A ont gagné. Et je vous prie d'admirer ces toiles qui malheureusement vont être détruites car telle est la règle des joutes picturales, telle est la loi de la spontanéité. Merci encore à nos valeureux concurrents et merci cher public. On n'avait pas peur de sacrifier nos toiles, enfin nos plastiques. Et de toute manière, la plupart du temps, elle termine à la poubelle. Ah, ben Roubaix. À l'époque, j'avais une agente française, Hélène, qui a trouvé cet endroit quoi, pour faire des joutes picturales. C'était dans le cadre de la foire du rock. Ça se passait vraiment toute la journée, il y avait plein de groupes qui jouaient. On était en compétition avec des peintres français. On a rarement gagné, mais ce n'est pas grave. Donc, Luc Petitot, notre pilier de trône-hôte national, était venu, mais avait été remplacé par Anton Milk, Jan Verskuren, paix son âme d'ailleurs, et par Pascal Hubert. Et je me souviens du nom d'un groupe qui s'appelait les Mad Docluse. Là, c'est la Marlagne, oui. C'était la Marlagne, donc de la région namuroise. Je me rappelle qu'il y avait, comment il s'appelle, le président du PS, là? Philippe Busquin. Philippe Busquin, d'accord. Je suis sûr que Jim avait un petit peu s'était arrangé pour dragouiller Philippe Busquin. D'ailleurs, si je me souviens bien, ils se sont même embrassés. Tu te rappelles du thème? Oui, oui. Constructivisme à la Ouais. manière Chirico. Hop. En fait, la joute, c'était un peu basé sur le principe de théâtre, de théâtralité picturale. C'était une théâtralisation de la peinture, exactement, C'est ça. donc de la performance, avec public. Mais là, on est vraiment au point. C'est vraiment deux équipes qui se battent l'une contre l'autre pour gagner dans un temps bien déterminé. Le temps, d'ailleurs, était en général assez court, c'était 12 à 17 minutes. À la fin de la joute, le public devait voter qui gagnait. Malheureusement, c'était Valentin qui
choisissait le plus souvent. En direct de la journée internationale de la femme, les joutes picturales. Bon, grand tronaute, un petit instant. Tu ne reconnais pas l'endroit? Où sommes-nous? Mais on est au Théâtre Mercelis. Ouais. Bah voilà, comme quoi on a un peu fréquenté beaucoup de lieux différents à Bruxelles. Ça, c'était vraiment le théâtre de chez Théâtre, hein, avec les gros rideaux rouges. Ouais, voilà. Est-ce qu'on voit bien ici, c'est justement le support plastique Ouais. que l'on jetait à chaque fois malheureusement, hein, puisqu'on n'a pas le temps d'attendre que la Ça a été peinture sèche. périssable. Oui. Bah, oui. Voilà. Ouh là, oui, là on le voit bien. Oui, là on le voit bien. Le principe, c'est que le public voit. Oui, ben, c'est-à-dire qu'en général, les happenings, on était dos au public, pop. Ah, moi, je m'étais dit, tiens, mais pourquoi est-ce que le public ne verrait pas la peinture devant lui? Et puis finalement, les peintres vont disparaître dedans. Donc, peindre sur plastique transparent. Et en plus, ça donne bien, là, en photo, on voit bien le... Ouais. Bon, continue alors. on continue. Ouais. Ah ben dis donc, grand tronaute, tu le reconnais pas? C'est l'ancien Trésoxy. Exactement. Non, mais on était l'un sur l'autre, hein. L'endroit était assez exigu. Mais c'était mémorable. De façon générale, donc le Trésoxy, puisqu'on parle de cet endroit spécifique-là, ici passait beaucoup de choses. À l'époque, les espaces qui existaient à Bruxelles, à mon sens, étaient plus ouverts à la diversité artistique, entre guillemets. Et donc, on y rencontrait différents styles d'expression. Et on avait ce soir-là peint et joué de la musique en même temps, quoi. Et je crois qu'exceptionnellement, on avait peint avec de la peinture à l'huile. Et donc ça nous avait permis de conserver ces toiles. C'est pour ça qu'on avait mis au point ce système de cadre qui permettait après qu'un acquéreur puisse repartir avec un cadre et pas un rouleau. Et je pense que le public répondait très bien, était bien en symbiose avec ce qui était proposé. C'est génial, hein, l'architectural. C'est chouette, hein. Oui. On va s'amuser. Il y avait une grande attente du public. Moi, c'est ce que je ressens en tous les cas encore. Jim qui essaye de prendre une photographie et le public déchaîné empêche les artistes d'approcher. Et comment est-ce qu'on faisait pour stabiliser la peinture? On collait des papiers au dos.
Ah ben, tu as vu ça, c'est plus du tout la pyramide. Hein? Et regarde, ça c'est un auvent. Allez, bon, allez, c'est complètement dingue. J'ai hâte. Les chemins hâte, nous avons tous hâte de voir l'exposition. Ad multos annos. J'ai l'honneur, monsieur Guy Kidel, de vous faire choisir parmi les 4 thèmes que nous avons pour ce soir. C'était aux Pyramides, c'était un événement qui était en sous-sol. Promenade dans le désert. Promenade dans le désert. À la manière Photomaton. À la manière photomaton. Photomaton, on avait décidé de demander à des gens du public de se mettre devant le plastique. Et c'est parti tandis que dans les déserts, un ciel bleu et nuageux se dessine. Alors, nous avons donc une personne du public qui est en train de faire une performance tout à fait originale. Alors, vous remarquerez également la structure de ces jeux picturales. Une structure transparente permet de voir les artistes au travail pendant la création même de l'œuvre. J'espère, cher public, que vous appréciez cette performance, parce que après, ce sera à vous de juger par un applaudimètre très sensible quel artiste mérite le premier prix. Alors, nous allons peut-être faire une petite promenade du côté des artistes. Je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce qu'il y a moyen? Moi, je sais pas. C'est tout ce que je fais pour l'instant. Je sais pas. Vous séparez. Et il faut voir là-dedans un jeu de mots avec l'art. Vous savez, je n'y connais rien en art et donc... Alors, Gilles Catalin, vous travaillez avec du noir. Pourquoi? Pour faire le contraire de Picasso. C'est excellent comme réponse. J'espère que le public appréciera. Merci beaucoup. Vous voyez ce spectateur enthousiaste donc, qui a compris peut-être que dans l'art, il n'y a pas que l'art. Il y a également peut-être ce qui fait la différence entre l'art et la choucroute, et ce quelque chose c'est... Je ne sais pas. Mais si, il l'a dit tantôt, c'est n'importe quoi. Et je remercie ce spectateur très attentif pour cette parole éblouissante donc de sagesse. Et nous allons bientôt terminer cette première joute picturale. Attention, les artistes, plus que 8 minutes et 45 secondes. Effectivement, il n'y a pas un véritable affrontement, mais enfin, c'était plutôt... en même temps, il y avait quand même, je veux dire, il n'y a pas non plus une coopération. Et j'étais toujours bluffé par quand même comment il parvenait à sortir quelque chose de cohérent. Monsieur, qu'est-ce que vous trouvez de cette œuvre qui maintenant est achevée? Elle est très belle. Ah, c'est très gentil. Voilà un avis au moins sincère, je suis sûr, et spontané comme ces artistes que j'invite à passer du côté du public. Mais non, ils sont encore au travail, parce que vous voyez, derrière le travail de création pure, il y a évidemment la technique. Et ici, nous voyons donc un travail de marouflage tout à fait exceptionnel. Monsieur, vous passez là devant une œuvre achevée, je crois maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre alors? Je la trouve très bien pour une œuvre qui a été faite tellement vite, mais je vois pas ce qu'elle a de photomaton. Madame, Le désert, tu ne vois pas. on ne voit pas le photomaton, on ne voit pas le désert, mais qu'est-ce qu'on voit? L'art au kilo. J'ai été pendant de nombreuses années les chemins de la culture de cette commune qui était à l'époque, il faut bien le dire, donc on parle ici des années 80, une commune assez sinistrée dans le sens où personne ne voulait venir dans Saint-Gilles, personne ne voulait venir ici. Parce qu'ici c'était sinistré, mais là-bas c'était très sinistré, le parvis, les façades murées. Enfin, moi mes amis de Boisfortois, Auderghe et moi, quand je leur proposais de venir à Saint-Gilles. C'est pour ça que j'ai créé ce parcours d'artiste, parce que je me suis dit, tiens, les gens ne vont pas voir les artistes dans les galeries, ils vont très peu dans les musées, etc. Donc pourquoi ne pas inviter les artistes à inviter le public chez eux, dans leurs ateliers, là où ils créent. Et c'est ce que nous avons fait.
Jim Castellane, c'est une des nombreuses belles rencontres qu'on a pu faire à l'époque. Quand j'entends Jim Castellane, ça me ramène toujours oui, à stature d'artiste, gros événements sur le parvis, devant la maison communale, qui était terrible d'ailleurs, c'était terrible comme événement. Je voulais que ce soit un petit peu l'apothéose, que les artistes puissent montrer dans la rue et pas dans des lieux clos ce dont ils sont capables. Alors à ce moment-là, j'ai fait appel à toute une série d'artistes venus un petit peu de tous les coins. Je me souviens de faux déménageurs, je me souviens des tronautes, je me souviens de gens qui peignaient, qui faisaient des performances. Ils étaient nombreux, autant dans la commune qu'à l'extérieur de la commune. C'était la première fois qu'on voyait un événement de cette ampleur-là. À Saint-Gilles, pour la grande finale des joutes picturales. À cette création en direct, je vous prie de remarquer donc par un procédé tout à fait unique de transparence. Encore, hein. Il y en a un peu moins. Bon, du rose, s'il vous plaît. C'est pour mademoiselle comment ça? Et pour Eva qu'on demande du rose. Du noir. Du noir pour Marc demande du noir, s'il vous plaît. C'était pas que des artistes, c'était des enfants, c'était des citoyens qui s'en sont donnés à cœur joie, si je me souviens bien, sur ces grandes toiles plastiques. C'est encore 8 minutes. Il est temps de se presser. Monsieur, un petit avis sur ce que vous voyez à l'instant devant vous. Aucun avis. Ça me laisse froid. Je pense que c'était une des dernières impros picturales, une des dernières joutes picturales où nous étions présents tous les quatre. Ouais. Ouais. C'était dans ce lieu-ci, ce qu'il en reste un peu là derrière. Donc voilà, j'ai lancé le premier samedi du mois ici, exposition d'horloge avec quelques potes. La première fois on était 11, tout premier samedi du mois on était 11, ce qui a placé après toute l'histoire Bulex sur le chiffre 11, puisque les 11 premiers entrées gratuites, les 11 premiers membres avaient la carte gratuite, les 11 premières bières étaient offertes. Et on s'est retrouvé alors, 1er février 90, Maison du Peuple à Saint-Gilles, et 1er mai 90, la création de l'ASBL de Bulex. À un moment, le premier samedi, on a cherché, donc, par l'intermédiaire de Benoît Moreau, qui était président de l'ASBL à l'époque, nous a ouvert l'opportunité d'obtenir alors cet ancien studio de tournage, 1000 mètres carrés. On venait de 200-300 personnes au parvis où on a laissé beaucoup dehors. On est parti là, avenue Montmartre, et en 2 mois de temps, on est passé à 2000 individus. Au Bulex, je me souviens, c'était à côté de la RTBF, c'était énorme. C'était une sorte d'hangar, on pouvait rentrer avec des camions entiers. Et en fait, nous, on travaillait au-dessus du bar. Une des prestations, on avait choisi de faire du live computer graphics en direct, donc en improvisation. Je ne sais plus très bien comment, mais j'avais trouvé le moyen de se faire sponsoriser par Barco pour qu'il nous prête un grand écran pour projeter les images qu'on produisait sur les Amiga. On exploitait la lenteur de l'Amiga de l'époque pour donner quelque part l'impression qu'il y a des animations qui se déroulaient sur l'écran. C'était encore une fois en impro, donc je faisais ça avec Jim. C'était phénoménal et du jamais vu. Alors moi, le souvenir que j'ai est Tronaute. Évidemment, le mot Tronaute, mais il fait partie de la base de Bulex, donc il est bien là. Tout ce qui s'est passé à l'espace catastrophe, aux anciennes glacières de Saint-Gilles, nous on a été très présents avec les jeudis bars aux glacières aussi, avec la fanfare jour de fête à l'époque. Et donc ce que je retenais moi de Jim au premier moment où on en a parlé, c'est
Évidemment, Jim derrière son écran plastique en train de faire de la peinture, et une bande de sauvages qui... Pour nous, la culture, c'est simplement des gens qui, dans un environnement culturel, social, économique, s'expriment, ont des choses à dire. On essaye qu'il y ait un contact intéressant entre les artistes et le public. Et on essaye que les gens viennent ici pour se rencontrer, pour donner des choses, pour échanger des choses, et pas pour le décorum, pas pour... Jim avait conçu la première déco du Full Moon. Et ça, c'était les 4 éléments. C'est pour ça que le premier spectacle était dans le thème des 4 éléments. C'était la première soirée du Full Moon. C'était la rencontre des 4 saisons ou des 4 éléments. C'était 4 danseurs, 4 peintres, 4 musiciens. Et Sam Touzani, il a participé à l'ouverture, ça je me souviens. Oui, c'est ça, c'était 92 au Full Moon, je me rappelle très précisément, c'était un grand événement. C'était très impressionnant parce que ça s'inscrivait tout à fait dans ce que j'aimais, moi, une espèce de fusion à la fois artistique, de différences de styles de danse, mais avec des peintres qui peignaient en live, en direct, avec de la musique. C'était Farida. En fait, c'était un spectacle, ça c'était un petit peu vraiment expérimental. Ça c'était vraiment le début du Full Moon et je me souviens que c'était vraiment la mise en risque où on avait mis en contact donc, la chanteuse avec ses musiciens, toi sans doute et la lumière. Ça je me souviens que c'était pas très construit mais c'était une expérience, c'était une rencontre de plein d'univers différents. Respect total pour les programmations concerts du Full Moon. Ils ont battu tous les records de tous les records. Tous les groupes qui sont passés là. Voilà, et chaque fois des niveaux qui dépassaient largement le lieu et le... Voilà, non, terrible. Elle a une tête. Allez, lance. Au Full Moon version 2, on n'a pas fait que des jeux picturales, ils nous demandaient d'illustrer le décor des groupes qui jouaient. Donc là, c'était le groupe d'Isabelle Antena avec ses 2 sœurs, les Powaga Sisters. Les Powaga Sisters, je dois dire que c'était la fête sur scène, quoi. C'était un groupe de femmes très féministes, très vindicatives, ouvertement homo, enfin, c'était surtout la fête. Musique, performance, exposition, un bar avec des cocktails, et tous les amis et les musiciens. Akamoon qui s'y produisait souvent, c'est quand même un groupe culte, surtout dans les années 90. Alors bah voilà, Jim taillait une espèce de totem en polyester et moi je peignais sur une bâche avec des couleurs fluorescentes et un black blue light qui faisait bien apparaître tout ça. Ça c'était super. Et derrière il y avait Akamoon. Je me souviens d'un gars qui était en transe dans le public, mais il était un peu particulier, mais il était en transe. Ça, c'était le projet Dôme, le Dôme Project. On avait récolté des tuyaux qui servaient en fait de support au rouleau de tapis plein. On a sectionné, on construit une structure et à la fin, on met une espèce de couverture au-dessus de tout ça. Et ça crée une espèce d'igloo en carton avec les musiciens au milieu. C'était vraiment excitant. Laurent Taquin qui fait sonner des tuyaux, si tu lui donnes un entonnoir, il va le faire sonner aussi.
Et bon, que Jim construise un dôme autour, ça paraît tout à fait... tout à fait pas illogique en tout cas. Alors, Laurent Taquin, il jouait avec ses pompes, avec son taquinophone. Et donc en fait, il poussait sur des pompes comme pour gonfler des matelas, et ça soufflait dans toute une série de comment dire, de flûtes, enfin, comme des trucs d'orgue, quoi. Et donc voilà, il jouait du taquinophone. Poum, pip, poum, pip. Le full moon, c'était extraordinaire parce que c'était vraiment quelque chose qui a fait les couleurs de Bruxelles. Et je pense à l'époque, moitié de Bruxellois, ils ont été là pour assister les différents groupes. L'avion, c'était très complexe. C'était construit par Benjamin et Régie, et la vidéo qui était montrée dans les moniteurs faisait partie aussi de performance parce que Benjamin et Régie, ils ont été dans l'avion et tout ce qui s'est passé autour de l'avion aussi. Ouais. Moi, je revois cet avion avec un WC dedans. Oh, je me souviens complètement. Je n'ai pas vraiment maintenant les mémoires qui empruntées. Et je n'ai pas de cassette non plus parce que chaque fois quand je tournais, chaque fois je l'ai dans les cassettes après. Alors en fait, au début c'était très expérimental, mais après c'était de plus en plus orienté vers la musique. Beaucoup de jeunes jazz belges à l'époque. Et puis du jazz plus international, il y a aussi eu beaucoup de musique ethnique, musique africaine, musique latino, ou alors de la fusion, beaucoup de funk. Il y a eu des expos de peinture, mais alors dans l'espace du haut. Le meilleur moment pour moi, ça a été le soleil a rendez-vous avec la lune. Ouais. Je ne me rappelle plus quel était le style, quelle était la manière. Oh, moi non plus. Moi non plus. En tous les cas... C'était à Botassar, ça. C'était au tombeau de géant à Botassar. Ok, c'est vraiment un superbe endroit. Ouais. Valentin, il a trouvé ça super. Moi, je trouvais Valentin super. Valentin était un très bon animateur. J'ai toujours trouvé ça très drôle. C'était très sympathique. Dan avait mis la musique Le Soleil à rencontrer avec la Lune. C'était pour la rencontre des deux équipes. Et donc, voilà, moi je me rappelle de ça, je me rappelle du camping, tous ensemble. À l'époque, moi j'étais avec Dan, et donc lui, il se chargeait de créer tout un univers musical. Donc pendant que vous vous peigniez, et c'était dans une atmosphère quand même très particulière, je me souviens d'une grande liberté, c'était, je sais pas, détendu, c'était très très chouette. C'était super, il faisait super beau. Et au-delà du fait qu'on participait, on a pu profiter aussi de tout un week-end là-bas. Les thèmes, c'était, oui, Godefroy de Bouillon, regardez le gros Godefroy de Bouillon, à la manière de Jérôme Bosch. Jérôme Bosch, regarde. Exact. Oui, exact. Ça se voit, la manière de Jérôme Bosch. Oui. À la conclusion de la joute qui s'appelait Le Soleil a rendez-vous avec la Lune, vous aviez tous les deux fait un truc assez magnifique. Mais l'équipe de Jim Castelin et Laurent Point, tout à coup, ils retiraient leurs manches, puis ils commençaient à se peindre le bras. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un trou et ils ont traversé l'écran avec leurs bras et ils se sont serrés la main juste quand j'étais en train de faire le décompte dernière seconde. On fait un trou et hop, on passe les mains, tchac, salut soleil, salut la lune. Et alors j'ai pris un enfant pour une petite fille à qui j'ai demandé de désigner quelle était l'équipe victorieuse, et elle a désigné votre équipe, en disant que ceux-là avec les bras qui traversaient l'écran, on voyait bien que c'était faux, que c'était leurs bras. Voilà. Et donc c'est vous qui avez été désigné grand vainqueur.
Avant de nous quitter, quelques images de l'ouverture hier soir du 14e Festival du film fantastique à Bruxelles. Le passage 44 va être, comme chaque année et pour 2 semaines, le rendez-vous des amateurs de fantastique et de science-fiction. On a cherché une salle et puis on est tombé sur le passage 44. C'est le bozo, c'est incroyable ça. Non, c'est pas incroyable, 44 ans maintenant. Mais oui, 44. Alors on passe au jeu. Moi ça me fait toujours... Un peu, ouais. Moi je me souviens très bien de l'univers que vous avez créé. D'ailleurs, on essayait toujours, à l'époque, de créer des univers, et c'est pour ça qu'on parlait beaucoup avec les artistes eux-mêmes, des univers en relation avec le film qui était présenté le jour même, ou en tout cas la thématique qui était développée cette année-là. Au final, ça formait un tout. La construction du CIRST, une station intersidérale de transport temporel, a bénéficié du génie inventif de nous trois et du génie pratique de Jim Castelin, qui, sculpteur de son état, rendait nos divagations praticables. Donc on a pensé à une structure faite avec la récupération du faux plafond en vinyle de ma cuisine. On devait faire tenir au moins, je ne sais pas moi, 7 à 8 personnes dedans, hein, des acteurs costumés qu'on avait décidé de faire sortir dans la fumée. In the most perilous stunts shows that the reliability of the robot is not devoid of truth. Considéré comme l'un des plus beaux spécimens de son espèce, il ne peut néanmoins pas quitter son scaphandre car il se dissoudrait instantanément dans notre atmosphère terrestre. Il y avait une réceptivité de la part du public aussi. Le public était en attente, aussi bien pour le cinéma, les films, pour savoir quel invité allait venir, hein, notamment. Terry Gilliam était déjà un assidu du festival. Je pense que c'était déjà, quand vous êtes venu, sa 2e fois, ou peut-être même déjà la 3e, qu'il était venu au festival. Il était prévu, à un moment donné, une fois que le CIRST était installé, il était prévu de faire sortir Terry Gilliam, le réalisateur du film qui était mis à l'honneur ce soir-là, donc L'Armée des 12 singes, de le faire sortir de ce CIRST. Puis bon, point de vue logistique, etc., c'était très compliqué, donc ça ne s'est pas fait. Mais enfin, ça aurait été épique. J'y allais avec une bande de copains, histoire de s'amuser, de faire de la peinture de maquillage que j'adorais faire. Il a fait des superbes trucs, hein, énormes. On ne dirait pas qu'il a commencé chez nous, mais il a effectivement il a fait des superbes trucs. Hein. Parce que j'ai quand même pu gagner souvent les prix. Bah, ça a duré quelques années. Hein. On se faisait un peu chier parce que chaque fois qu'il y avait le maquillage, le body painting, etc., c'est toujours lui qui gagnait. Pas de place pour les autres. Bonjour, au revoir. Et ça, c'est ma 43e peinture de Noël. Il faut dire que c'est un moment magique qui est agréable, autant pour moi que je sors de ma grotte, hein. Je sors de l'atelier, je fais des jolies choses, ça plaît aux gens. Une impro m'a marqué parce que c'était dans mon jardin à Wambeek. Tout le monde se souviendra du climat, du temps qu'il faisait. C'était pas génial, mais voilà. La peinture, pour qu'elle tienne sur ce plastique transparent, on était obligé de mettre du produit vaisselle. Pour que ça tienne, ça accroche. Et là, ce jour-là, il pleuvait. Donc ça dégoulinait, quoi. Non, ça moussait. Ah ouais. L'idée des joutes, c'est vraiment quelque chose, ça donne une touche vivante, un spectacle d'artistes vivants. C'est très
difficile de faire ça. Quand je peins ici, c'est la même chose, c'est comme si j'étais un musicien qui sort ses notes. Parce que peindre dans un atelier et exposer une toile, c'est pas la même chose que de travailler en vrai et en live. Hein. C'est une espèce d'art populaire. Hein. Quand il y a des enfants qui s'arrêtent, qui regardent, de plus en plus d'ailleurs on devient des animaux de foire. Parce que les gens font de moins en moins avec leurs mains et de plus en plus avec leurs pouces. Ah, mais ce sont les tronautes. Mais qui voilà? Salut. Bonjour. Salut Eric. Salut. Comment vas-tu? Ah bah écoutez, on est devant le Cyberthéâtre. Ouais, c'est là que vous étiez venu en 1990, vous vous souvenez? Ouais. Mais oui. Voilà, tu vois, et on avait fait une performance au balcon où vous étiez avec une Wacom, je crois, en train de dessiner. Oui, tout à fait. C'est une performance graphique. Du live computer graphique. Là, c'est une cyberjoute picturale. On est en 91. C'est la fermeture de tous les grands écrans de Bruxelles, l'Ambassadeur, le Marivaux, l'Empire. Kinépolis est apparu en 87. L'avenue est fermée. Et la rétine de plateau, qui travaille sur le centenaire du cinéma, dans la recherche de la formulation de c'est quoi le centenaire du cinéma en 95, eh bien, il y a vraiment cette volonté d'aller vers l'image du futur, l'image de demain. Et c'est bien d'avoir une bonne idée, mais concrètement, il fallait des ordinateurs, il fallait de la bande passante, mais tout ce vocabulaire-là, aujourd'hui, c'est courant. On maîtrise ça aujourd'hui, les gigaoctets, la bande passante. Mais en 95, c'est nouveau, Internet, c'est nouveau, on est encore à l'époque du fax. Donc, parler d'un théâtre du futur, parler de technologie en 95, on est des pionniers. On est des pionniers de l'Internet, en fait. Voilà, ça, c'est la photo. La photo avec Dirk de Blick, Éric Vauthier, devant la façade où on vient de poser le néon. Et donc, on a pris une bouteille de champagne achetée chez le voisin. Ça, c'est vraiment la fin des travaux. C'est la réalisation du Cyberthéâtre est effective à ce moment-là. L'idée, elle est partie ici dans cette pièce. C'est dans cette pièce que j'ai rencontré pour la première fois Philippe Breuermann et Cécile Ferron, qu'on a signé les accords. C'est ici que naît le Cyberthéâtre, c'est-à-dire un an avant l'ouverture. Le cinéma actuel qui nous a beaucoup influencé, c'est-à-dire cette façade en néon d'un cinéma d'actualité, c'est-à-dire le monde il est marqué « Tour du monde dans un fauteuil », où on voit ici dans le chaos urbain comment va se placer le Cyberthéâtre, et donc le logo Avenue doit ressortir, ça c'est une de nos contraintes. Et donc on réfléchit sur comment intégrer le logo de l'avenue sur les façades, et donc la façade est devenue un écran. On crée une sorte de poste restante au rez-de-chaussée du Cyberthéâtre. Il y a le grand théâtre dans lequel on peut faire les événements, c'est-à-dire mettre en scène un artiste. Ici on a vu Atao Tanaka par exemple. Il crée une musique électronique à partir de points dans l'espace et il a sur les bras des body capteurs pour pouvoir interagir. Mettre en scène des performeurs comme les Tronautes qui viennent faire l'ouverture du Cyberthéâtre en vidéoprojetant des travaux qui sont réalisés à plusieurs artistes sur des palettes graphiques connectées à ces ordinateurs et vidéoprojetés sur l'écran. Donc le spectateur du Cyberthéâtre devient acteur de son contenu. À ce moment-là, on se retrouve à Bruxelles avec un théâtre multimédia, avec un service de poste restante, avec le début des adresses e-mail. C'était vraiment la révolution. C'est-à-dire qu'on était encore à poster des enveloppes avec des timbres et on voit apparaître les adresses e-mail. Donc les années 90, c'est clairement l'apparition de l'ordinateur dans notre vie. C'est l'apparition de la photo numérique. Et ça va aller en fait
jusqu'à l'apparition du cinéma numérique qui va supplanter le 35 mm. Donc aujourd'hui, on a des projecteurs Barco, Christie, 4K laser, DLP, mais toutes ces technologies de l'image apparaissent dans les années 90. À la recherche d'investisseurs, on s'est retrouvé avec notre groupe qui s'appelait Global Theatre Network, GTN, à être très proche de faire une introduction au Nasdaq, et puis c'est tombé dans la crise de l'Internet de l'an 2000, et donc le cyberthéâtre est tombé en faillite. Et en fait, je l'ai vécu jusqu'au tronçonnage de la façade à cristaux liquides. Et donc là, c'était un moment d'émotion difficile. Et je pensais à ce moment-là à Gloria Swanson, qui vit la mort du Roxy à New York, où il y a une photo très célèbre de elle, main noire, gantée, avec une grue qui démolit le Roxy de New York. La Rétine du Plateau a organisé un concours dans Bruxelles qui s'appelait Une ville, un Lomo, 36 photos. Et donc on venait ici, dans cette maison, on venait au bar, et l'équipe de la lomographie, Assou, Nia, vous donnait l'appareil photo, vous partiez, on avait 200 lomos, ils avaient tous un numéro, et on partait dans la ville avec les lomos, on devait faire les photos, on nous ramenait la pellicule, on développait cette pellicule dans un laboratoire à Ostende, et puis on récupérait les photos imprimées en 9-10, et on a fait des murs, des lomo walls. Oui, on peut dire que le concours, c'est un portrait de Bruxelles dans les années 90, avec 200 appareils qu'on a disséminés dans la ville, avec 3900 participants. Une folie, de la folie. Les Tronautes, oui, je les ai dans mon oreille parce qu'ils ont participé au concours Lomo, que c'est un nom qui ne passait pas inaperçu, que je crois me souvenir qu'ils avaient fait une performance au cyberthéâtre, et donc ça c'est mon époque. Et il y avait beaucoup de gros plans, et c'était rigolo de voir toutes ces têtes devant des monuments de Bruxelles. Oui, des selfies, des selfies. À l'époque, on ne faisait pas de selfies. Tiens, mais en fait, on est au glaciaire ici. Regarde ça. Eh, mais oui, dis. Glaciaire de Saint-Louis. Eh, mais ils ont tout repeint en plus. C'est pas mal, hein? À l'entrée, là. On y va. Ah. Grand Tronaute. Ouais. Je reconnais l'endroit. Mais oui. Arrête, il y a 30 ans, on a fait l'ouverture de l'espace catastrophe qui se trouvait ici. Avec Catherine Magis. L'inauguration de l'espace catastrophe, ça s'est mis un petit peu ric-rac quand même, hein, parce que c'était un lieu d'accueil, d'échange, d'entraînement, de formation, de création, de représentation, inspiré des arts du cirque et destiné aux artistes professionnels, mais déjà à cette époque-là, l'envie d'encourager la création interdisciplinaire. Je crois qu'il faut partir de la technique de cirque, évidemment, parce que je suis artiste de cirque, mais d'essayer de là mélanger le théâtre et d'arriver à un mélange, enfin une symbiose. La rencontre entre des artistes plasticiens et des circassiens. Et de nouveau sur l'idée de travailler en direct et ensemble dans un même espace. Et donc je me suis dit, oh ben, en tout cas, dans les plasticiens, pourquoi ne pas trouver quelqu'un qui serait en mesure de faire une sculpture sur glace? Et donc Paul Parker, qui est arrivé comme locataire dans les glacières, quand je lui ai parlé de cette sculpture sur glace, il m'a dit « je connais la personne qui ». Et donc, le temps d'avoir Jim Castelin au téléphone, je lui ai proposé cette idée, et puis il a embarqué, puis il m'a dit « oui, mais tu sais, je fais partie d'un collectif ». Alors, je dis « ah, ok, cool, et ils font quoi les autres ?»« Ah, ben ils font ça, de la peinture, de machin, de... » Paf, c'était parti, une grande bâche en plastique transparente qui a été peinte pendant toute la soirée, voilà. Il y avait une envie vraiment commune de faire bouger les choses et de se rencontrer et de prendre du plaisir à vivre le moment présent. Il y avait cette envie de faire, en fait, et de faire ensemble et de montrer qu'on était capable de faire bouger les choses autrement. Et ouais, c'était des belles années. Moi, je peignais là-bas, mais toi, tu avais décidé d'innover.
de peindre sur plexiglas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Transparence. Ah, la transparence. Plexiglas transparent. Ah oui. Dans l'idée de vendre. Ah. Ah. Ah, le Circe. Il est là. Il est de retour. Ouais. Tiens, t'as gagné un smoking là. Ah bah j'ai dû pousser sous le bouton vert. Toi, les boutons, hein. Bon. Oh, t'as vu tout ce qu'il y a. Bon, allez. C'était une chouette aventure, non? Bah, quelle exploration. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue? Allez, bah, allons voir Allez, Saturne ouais. comme prévu. Allez, hop là. Allez, c'est la bonne.